Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la protection de la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous donnons la parole aux femmes et aux hommes qui œuvrent au quotidien pour assurer la transition environnementale, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de l'environnement en réduisant les pressions exercées sur les ressources et les écosystèmes. Tous ensemble, nous réussirons la transition écologique. Rouge et Blanc, écoutez, on est fait pour s'entendre. Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc pour ce nouvel épisode consacré à Haute-Savoie Habitat et plus particulièrement à son projet d'entreprise Vert Demain, un épisode réalisé avec la collaboration de notre partenaire, l'association IDE. J'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Morava, chargé de la mise en œuvre de l'engagement responsable chez Haute-Savoie Habitat. Bonjour Ludovic. Bonjour Thierry et bonjour à tous. Bienvenue sur Rouge et Blanc. Merci. Alors on va commencer cet épisode par la présentation de Haute-Savoie Habitat. Alors Haute-Savoie Habitat, c'est un acteur du logement social, donc un bailleur social. Plus précisément, en fait, c'est un office public de l'habitat. Il y en a environ 190 en France. Donc on est dans le secteur HLM. Nous avons 300 salariés, 300 collaborateurs et on gère un patrimoine de 20 000 logements à peu près, donc sur le département de la Haute-Savoie. C'est environ une présence sur un peu plus de 160 communes. Et 20 000 logements, c'est quand même 50 000 habitants en fait, sur le territoire de la Haute-Savoie. Alors, nos activités principales, priorité la gestion locative de l'ensemble de ce patrimoine, donc la relation aussi de proximité et d'accompagnement de ses habitants, l'entretien du patrimoine existant, et le développement du logement social aussi, en relation avec les politiques de l'habitat du territoire. C'est une activité immobilière dans tous les sens du terme. Oui, et principalement, on pourrait presque s'appeler Haute-Savoie Habitant. C'est quand même, encore une fois, d'apporter une activité de logement et des solutions de logement aux personnes qui en sont le plus éloignées. Alors, des solutions de logement dans un marché qui est très tendu, la demande est bien supérieure à l'offre. Il y a plus de 30 000 demandes de logements sociaux. Comment on travaille au quotidien avec toutes ces demandes ? Alors effectivement, nous devons répondre à ces exigences sociales-là, que c'est l'origine et la racine même du logement social. Donc comme vous le disiez Thierry, 30 000 logements de demande en attente sur le territoire. Et bien sûr, le développement des patrimoines ne correspond pas forcément à l'atteinte de ces objectifs-là, notamment avec des lois aussi, et qui vont dans le bon sens par rapport aux exigences environnementales, c'est de dire peut-être viser zéro artificialisation nette des sols. Donc ça demande en fait de se réinventer chaque jour par rapport aux politiques de construction et de développement. Alors comment êtes-vous financé ? Quel est le mode de fonctionnement de Haute-Savoie Habitat ? Est-ce que vous avez des subventions ? Alors là, sur cette question-là, en fait, nous avons une gestion qui est assez simple. Le modèle économique est simple. Nous avons par rapport à la gestion locative, des rentrées qui sont les loyers de nos locataires, de nos habitants, et tout ça est réinjecté dans l'investissement, que ce soit, comme je vous disais, pour l'entretien du patrimoine existant, qui est lourd, et également donc le développement de ce logement social pour répondre aux exigences sociales. Comment faites-vous pour répondre à la demande, puisque vous êtes aussi promoteur-constructeur, quand on voit que les permis de construire ont tendance à ne pas être développés et sont plutôt en régression? Est-ce qu'on pense justement à la réaménagement des sites, la rénovation? Comment faites-vous peut-être aussi la surélévation d'immeubles? Alors nous répondons aux politiques de l'habitat des collectivités. Donc tout dépend effectivement des exigences aussi des collectivités territoriales par rapport au déploiement du logement social. Vous savez qu'il y a des lois par rapport à ça, notamment la loi SRU qui oblige en fait les communes à avoir 20-25% de logement social. Enfin tout ça varie. Donc sur le développement, effectivement, on a des contraintes supplémentaires aujourd'hui. Alors sur notre territoire, c'est notamment le foncier, évidemment, l'accessibilité du foncier. Mais il y a d'autres choses qui vont se présenter à nous d'un point de vue environnemental. C'est la raréfaction des ressources, c'est aussi la qualification des emplois et l'élaboration de filières. Donc on a aujourd'hui une opportunité peut-être, c'est de réinventer le métier, de se dire est-ce qu'on va effectivement surélever des bâtiments ? Donc on est en train de passer sur ces études-là pour pouvoir ne pas se déployer sur le territoire et donc occuper les sols, mais plutôt réorganiser le bâti existant. Ça peut être aussi la modularité des appartements. Est-ce que demain on ne vivra pas dans des logements ou des appartements qu'on peut aménager ou ménager en fonction en fait de la présence sur les sites ? Ça peut être aussi peut-être de l'habitat participatif, donc des communs à partager, des plus petits logements à organiser. Donc voilà, il y a une série de mesures qu'on peut entreprendre pour essayer de répondre à ce paradoxe. On parle aussi de plus en plus de l'habitat partagé, de la mutualisation aussi de services. C'est vraiment la mode en ce moment.
C'est une tendance qui, je pense, va dans le bon sens aussi. Après, culturellement, c'est sûr qu'on a encore à progresser dans ce sens-là, c'est-à-dire d'être en mesure de cohabiter autrement avec des personnes. Ça peut être aussi de l'intergénérationnel, hein, ça a toute son importance quand on voit des personnes un peu plus âgées qui sont dans des grands logements, ça peut être occupé par d'autres personnes, et ça ira dans le bon sens on va dire d'un nombre de mètres carrés par occupant qui est un peu plus modéré qu'aujourd'hui. Alors on va ouvrir une petite parenthèse par rapport au Bureau du Cœur, initiative à laquelle vous adhérez, puisque vous hébergez un jeune Guinéen, Aziz Souma Mamadouba, qui étudie au lycée Lachenal à Argonay, et en fait vous lui prêtez vos bureaux la nuit et le week-end pour qu'il ne soit pas sans abri justement. Oui, ça fait plusieurs années qu'on a entamé en fait cette démarche, à l'initiative d'ailleurs de notre directeur général, Pierre-Yves Antras, avec encore une fois peut-être une notion de bon sens, c'est de dire ces locaux inoccupés la nuit peuvent-ils être utiles à d'autres qui sont dans une plus grande précarité. Donc effectivement là on héberge sur 2 sites aujourd'hui, sur notre siège à Annecy, donc qui est voisin d'Aster. Donc là on avait déjà entamé cette démarche depuis quelques années, ça fait 4e ou 5e invité hôte qu'on reçoit, et là on l'a fait effectivement sur nos bâtiments du Grand Large avec l'accord des salariés. On a un collectif de collaborateurs qui organise ça avec l'association Les Bureaux des Cœurs. C'est un tremplin, c'est aussi finalement un moyen pour eux de voir une sécurité de logement, de chauffage, d'accès à l'eau la nuit. Et en soi, ça ne nous gêne pas par une petite organisation. Donc j'invite vraiment même toutes les entreprises qui sont partantes de contacter l'association Les Bureaux des Cœurs, parce que ça, on en a aussi bien besoin pour les habitants en difficulté. C'est un bel esprit de solidarité et de partage. Comment réagissent justement les collaborateurs quand ils hébergent ce jeune homme qui arrive le soir ? Il faut l'y préparer, c'est-à-dire qu'ils ont mené une réflexion commune. On est sur un mode très participatif à Haute-Savoie Habitat, donc l'idée c'était vraiment de faire un petit noyau qui réfléchisse à tout ça. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour être nous-mêmes à l'aise en fait avec cette démarche, qui est de dire on accueille quelqu'un qui arrive effectivement à la fin, on va dire, des heures de travail, qui repart le lendemain matin, et en fait l'accueil est plutôt bon parce que ça crée de nouvelles relations, ça permet aussi, comme vous le disiez, de développer la solidarité, au-delà finalement de le faire entre collaborateurs ou avec nos clients locataires habituels, c'est qu'on sait qu'on peut apporter un plus en fait pour des gens en difficulté. C'est pas le seul exemple, je crois qu'il y a eu plusieurs personnes comme ça que vous avez hébergées dans les bureaux. Oui, ça fait la 5e personne qu'on accueille dans ces 2 sites dont je vous ai parlé sur Annecy et Annecy-Sénaux. Alors, thème de cet épisode, Vers demain, un projet stratégique d'entreprise qui a fait cheminer l'entreprise sur la voie de l'entreprise régénérative. Alors, expliquez-nous, Ludovic, en quoi consiste ce projet ? Alors, le projet Vers demain, qui signifie effectivement vers l'entreprise régénérative pour la Terre, c'est le nom retenu par les collaborateurs, en fait, sur un mode participatif toujours. Donc, on a utilisé un peu cet acronyme, et c'est vraiment né d'une prise de conscience. Nous avions en fait déjà mené une politique de développement durable comme beaucoup d'entreprises au début des années 2000, mais c'était un peu la politique des petits pas, et nous n'étions pas très sérieusement à la hauteur des enjeux et des défis environnementaux et sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a voulu monter les curseurs, et suite à une retraite en silence qui a été menée par notre comité de direction de lettres, qui s'appelle le Labo, est né l'engagement responsable. En fait, on a écouté l'entreprise, cette personne morale qui avait certainement à nous raconter là où elle voulait être demain, et est né l'engagement responsable. Cet engagement responsable consiste en fait à prendre soin de nos parties prenantes, que ce soit bien sûr les administrateurs, les salariés, comme on le fait depuis de nombreuses années sur l'épanouissement humain au travail, mais aussi bien sûr les clients locataires, les fournisseurs, les partenaires, et on a rajouté à nos parties prenantes le vaisseau Terre en disant on ne prenait pas suffisamment en considération. Donc cet engagement responsable, pour le faire atterrir, il fallait mener une démarche d'action pour le rendre vraiment terre à terre dans nos plans d'action et notre gestion au quotidien. Donc là, on a fait une belle rencontre en fait suite à la naissance de cet engagement responsable en 2021. C'était la rencontre de la Convention des entreprises pour le climat, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est en fait une sorte d'émanation suite à la Convention citoyenne pour le climat au niveau des entreprises, qui était conduite et initiée par Éric Duverger, qui s'est dit: bien sûr, les entreprises ont une grande part de responsabilité, donc s'ils sont une part du problème, ils ont forcément une part de la solution entre leurs mains, et ce qui est une réalité. Donc pour engager un travail, nous, on s'est dit, on a la philosophie, on a la feuille de route, maintenant il faut vraiment la faire atterrir. On a adhéré à la Convention des entreprises pour le climat avec 149 autres entreprises au niveau national, et ça nous a permis en fait de monter les curseurs de nos exigences et de nos ambitions, d'un point de vue environnemental et social,
de se mettre sur ce qu'on appelle aujourd'hui un cap régénératif, je pourrais certainement l'expliquer, donc une entreprise à visée régénérative, et on a donné un peu les clés du camion aux collaborateurs en leur disant vous êtes 300, vous avez la feuille de route, vous avez la vision, maintenant comment ça se traduit dans vos quotidiens, qu'est-ce qu'on transforme en fait au sein de l'entreprise. Donc ils ont eu 6 mois de travail, un livrable de 6 mois qui a produit quand même, qui a été foisonnant puisqu'ils ont eu 165 préconisations. Et on a priorisé tout ça, ce qui donne aujourd'hui en fait un projet qui s'appelle Vers demain de 140 actions, donc un sacré portefeuille d'actions qui est complètement transverse sur l'ensemble de nos métiers. Et aujourd'hui, il est conduit, donc moi je suis là en tant que chargé de la mise en œuvre de cet engagement pour assurer en fait la pérennité et la conduite de ce plan d'action qui repose sur 17 axes de travail. Par exemple, l'axe climatique n'est qu'un de ces 17 axes de travail. Et concrètement, au quotidien, ça se traduit comment pour les collaborateurs ? Alors là, on a travaillé en fait sur une théorie du donut. Je ne sais pas si ça parle aux auditeurs, mais voilà, c'est en fait les limites planétaires dont vous avez certainement entendu parler, plus les planchers sociaux, donc 9 limites planétaires, 12 planchers sociaux. Alors là, effectivement, en radio, c'est difficile de vous représenter le donut, mais l'idée, c'est vraiment d'être dans cet espace juste et sûr qui est au milieu pour l'humanité. Donc on a travaillé, nous, sur ce diagnostic-là, ce qui a fait qu'on a 15 thématiques qui ont émergé. Et c'est descendu en 140 actions. On a 40 pilotes qui gèrent en fait ces actions, donc qui les animent, qui les pilotent. On a fait une planification de l'ensemble de ces actions et aujourd'hui, on est vraiment à mise en œuvre au quotidien de comment ça se traduit. On a parlé tout à l'heure du patrimoine, de surélévation par exemple, des bâtiments. Ça peut être aussi des engagements pris sur la biodiversité. Ça peut être encore la gouvernance au sein même de l'entreprise de l'ensemble de ces sujets. Donc on adresse vraiment normalement toutes les dynamiques environnementales et sociales avec un leitmotiv, c'est comment on inscrit nos activités dans les limites planétaires. Quelle est la période de ce plan d'action, la durée de ce plan d'action ? Alors on a toute catégorie d'actions dans ce plan d'action. On a des choses qu'on a pu livrer récemment, qui étaient des petits pas, comme on le dit. Après, on a des choses d'envergure. Là, on est sur une stratégie bas carbone qu'on vient de finaliser. Donc là, vous imaginez que c'est une planification sur 5 ans, voire sur 10 ans, par rapport à la transformation de notre patrimoine, au mix énergétique, etc. Donc tout dépend en fait de l'action en question, mais c'est planifié du jour au lendemain, comme sur 5 ans, c'est très variable. Et vous adaptez également peut-être au quotidien en fonction des différentes réactions, des nouveautés également, aussi de la réglementation ? Oui, absolument. Ce plan d'action, il est vivant, comme toute entreprise à visée régénérative. On est un organisme vivant. Donc, nous, on a pris la symbolique de l'arbre, parce qu'elle est assez représentative de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on a 8 intentions racines. On a 140 actions qui sont un peu les feuilles de cet arbre. Les 17 axes, ce sont les branches. Donc, on s'est servi un peu de cette métaphore pour simplifier la visualisation de ce plan d'action, mais il y a des feuilles qui tombent, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui se sont faits, et tant mieux, ceux-là on s'en félicite, et puis forcément il y a des feuilles qui poussent aussi, d'ailleurs de nouvelles actions qui vont entretenir ce plan d'action. Comment réagissent, on a vu les collaborateurs en interne, mais les fournisseurs, les clients en externe ? Alors, ce qui est très intéressant dans cette démarche-là vers l'entreprise régénérative et notre cap régénératif, c'est qu'effectivement, ce plan d'action n'adresse pas seulement les collaborateurs. Il faut aller chercher des parties prenantes externes, il faut les inviter à aussi entreprendre des choses, forcément à diffuser un petit peu ces questions environnementales et sociales pour qu'elles soient au cœur, elles, de leurs activités. Donc, on lève notre niveau d'exigence. Ça peut être par une politique d'achat responsable, en renforçant des critères environnementaux et sociaux. Donc, ce qui veut dire aussi que notre ambition vis-à-vis de nos partenaires est amplifiée. Donc, bien vécu pour certains d'entre eux, oui. Difficile à suivre pour d'autres. Néanmoins, il faut durcir forcément nos exigences si on veut être, on va dire, au rendez-vous des défis. Et pour les locataires aussi, partie prenante, là on essaie de les accompagner dans la lecture, dans la compréhension de ces enjeux, sachant qu'eux-mêmes, ce sont quand même les publics aujourd'hui les plus vulnérables et ça restera les publics les plus fragiles demain lorsqu'on adresse l'ensemble de ces crises, qu'elles soient énergétiques, même sociales ou économiques. Donc on essaie en fait vraiment de les porter à contribution et de les impliquer dans cette démarche de travail. Est-ce que par exemple ça veut dire que vous éduquez les locataires à trier leurs déchets, à les mettre dans des bacs de récupération comme c'est l'obligation depuis le 1er janvier ? Oui, alors à la fois on les accompagne sur l'ensemble de ces dispositifs qui sont, on va dire, à portée de main. On essaie de pousser les curseurs quand même un peu plus loin aussi que le traitement des déchets, c'est-à-dire de les rendre acteurs de leur lieu de vie. Aujourd'hui à Haute-Savoie Habitat, plus que d'habitat d'ailleurs, on va parler de lieu de vie, d'espace de vie dont ils sont forcément occupants mais aussi acteurs. Donc comment on fait en sorte avec les territoires, on est organisé en 11 territoires, nos équipes de proximité, de faire en sorte
qu'ils s'impliquent davantage dans la vie et de leur résidence, mais aussi l'environnement naturel de leur résidence. Là, on vient de faire une opération plutôt orientée biodiversité et régénération des sols à Soucassan, donc c'est une résidence à Annemasse, qui leur permet de mettre les mains dans la terre, c'est-à-dire qu'on va transformer un espace vert en jardin-forêt comestible, c'est-à-dire d'essayer en fait de capitaliser sur les services écosystémiques, les services rendus par la nature, mais qu'ils soient acteurs pour qu'ils puissent en fait ménager ces espaces. Comment vont-ils prendre soin de ces espaces dans le futur ? Alors qu'ils auront des bénéfices associés, puisqu'ils pourront, par exemple, tout est comestible sur ce jardin-forêt qu'on a installé il y a quelques semaines. Vous avez un vrai rôle d'éducateur également pour sensibiliser les gens à prendre soin justement de la nature aussi. On essaie, en tout cas, alors humblement, c'est pas dans notre ADN c'est pour ça que le mot éduquer est peut-être probablement un peu fort, mais on essaie de transmettre et de diffuser. C'est un de nos axes de travail, d'ailleurs, d'essaimer, de diffuser auprès de l'ensemble de ces parties prenantes ce dont nous, on est convaincus pour vivre, on va dire, un avenir un peu plus désirable. Est-ce que ce modèle vertueux est unique dans notre département et dans d'autres régions de France ? Est-ce que vous êtes les seuls à pratiquer de la sorte ? Alors, unique, non. C'est vrai qu'on a été quand même peut-être un peu pionnier dans l'exigence et l'ambition, le niveau d'ambition, puisque nous étions le seul bailleur social investi, par exemple, dans la Convention des entreprises pour le climat, qui a en fait cette visée régénérative. On est aussi très attentif aux travaux de l'UMIA, qui est un centre de recherche, un centre de formation sur cette visée régénérative, cette économie régénérative, puisqu'on a donc en fait été partenaire de leur document de référence vers l'entreprise régénérative suite à une étude internationale. Donc c'est vrai qu'on est très sensible à ces sujets, qu'on en a pris conscience relativement tôt, ce qui fait qu'aujourd'hui on est peut-être un peu, en tout cas, avant-gardiste pour avoir ce niveau d'ambition, et on sait toute la difficulté de le faire atterrir. Vous êtes les précurseurs, dirons-nous. On peut le dire ainsi, voilà, tout en restant humble par rapport à ça, oui. Est-ce que ça veut dire aussi que vous avez des critères de sélection pour vos fournisseurs, vos partenaires, qui doivent respecter un certain nombre de critères, justement, pour pouvoir travailler avec vous ? Alors oui, nous avons des critères de cet ordre-là, on les renforce, on les durcit au fil aussi de nos commandes, puisqu'on est soumis au code des marchés publics. Donc voilà, on essaie en tout cas de les intégrer le plus possible. On a une équipe de coordination des achats responsables qui a maintenant vraiment ça dans le viseur, c'est-à-dire que c'est eux qui peuvent aussi, avec nos acheteurs, donc nos responsables d'achat, entreprendre ça dans tous les domaines, dans tout type de commande, que ça aille sur le volet du patrimonial, mais c'est aussi le mobilier de bureau, c'est aussi les achats de véhicules. Donc finalement, on draine quand même un certain nombre d'acteurs économiques derrière. Alors Vert Demain s'inscrit également, j'imagine, dans la politique de l'entreprise, libérer son entreprise. Est-ce que Haute-Savoie Habitat est une entreprise libérée, comme on dit ? C'est une entreprise, en tout cas, qui a fait le choix, il y a une bonne dizaine d'années, d'être sur un chemin de libération, qui a été initié par notre directeur général Pierre-Yves Antras, qui à l'époque travaillait beaucoup sur Cap Confiance. C'était notre stratégie de confiance et de renforcer les relations de confiance avec l'ensemble des partenaires que je vous ai cités tout à l'heure. Donc l'entreprise libérée s'est invitée aussi comme un support, comme un modèle qui inspirait beaucoup cette relation de confiance. Donc on a fait la rencontre d'Isaac Getz qui porte un peu ces dimensions-là en France notamment, mais aussi à l'international. Donc la rencontre de Pierre-Yves Antras et d'Isaac Getz nous a menés dans ce chemin en disant effectivement la libération d'entreprise, donc plus d'autonomie des collaborateurs, prise d'initiative. Ça a commencé effectivement par la libération du temps de travail. En fait, comment est-ce qu'on peut mieux mener son travail ? Comment est-ce qu'on peut être un peu plus enjoué aussi à son travail, être plus stimulé en étant une entreprise qui accueille en fait des souhaits, des besoins, tout en répondant bien évidemment à ses objectifs et ses exigences, mais se dire on peut forcément libérer énormément de potentiel humain. Et comment on s'y prend. Donc c'est vrai qu'on a une longue histoire avec ça, puisqu'on a fait beaucoup de suivi et d'accompagnement aussi de la posture managériale. Nos managers aujourd'hui sont plus des jardiniers qui prennent soin des équipes, qui veillent en fait à ce qu'ils soient bien ensoleillés, qui veillent aussi peut-être à les arroser quand ils ont besoin d'eau. L'idée c'est vraiment de transposer un peu finalement peut-être une dynamique naturelle et vivante à nos collectifs humains, et ça relève bien sûr aussi de l'ouverture des cœurs, donc l'intelligence émotionnelle. On parle en plus aujourd'hui d'ouverture de l'esprit parce qu'on avance sur ces chemins, qui est plus de l'intelligence intuitive, en disant on a peut-être aussi intérêt à écouter des choses un peu plus immatérielles, peut-être que d'autres entreprises. C'est aussi une nouvelle forme de manager des équipes moins pyramidales et plus à l'écoute des collaborateurs.
Oui, absolument. On est à l'écoute de ce vivant, de cette dynamique humaine. C'est aussi être à l'écoute des talents, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on n'est pas tout à fait sur son périmètre métier, mais on exprime finalement un gros potentiel. Alors, autant le libérer, autant créer de l'espace et de dire, il y a des initiatives qui peuvent être portées. Et tout ça, en tout cas, nous le croyons fermement, puisqu'on en a la preuve aussi depuis 10 ans, c'est que ces équipes sont peut-être plus disposées finalement à accomplir bien évidemment leur mission, mais en plus de ça, à s'épanouir un peu plus dans le travail, et donc on est plus sur le bien-être. Oui. Alors on peut renvoyer sur le livre de Pierre-Yves Antras qui s'appelle « Libérer son entreprise », qui est paru il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité naturellement. Absolument, donc ça décrit effectivement le cheminement de l'origine par rapport à ces sujets et que Pierre-Yves Antras a mis sur le papier. Et pourquoi pas un deuxième volet bientôt qui traduit de la suite qu'on a pu entreprendre par rapport à cette entreprise libérée. Est-ce qu'on peut parler également d'économie sociale et solidaire à Haute-Savoie Habitat ? Alors, oui, tout à fait. On a une raison d'être, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est déjà dans notre mission sociale d'origine, puisqu'on a quand même 95 ans d'existence. Et la raison d'être a toujours été la même. Accompagner, encore une fois, les publics les plus défavorisés vers des solutions de logement. Donc, finalement, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose Nous, on n'est pas un acteur de l'ESS en tant que tel. Par contre, on peut améliorer le quotidien des habitants. On a mis un certain nombre de dispositifs depuis de nombreuses années. C'était un peu le fer de lance quand même pendant de nombreuses années. Et ça continue bien évidemment, comme des systèmes d'aide financière, comme Privilog. Donc, c'est en fait un club de locataires à qui on permet, parce qu'ils s'investissent un peu plus dans la vie communautaire ou parce qu'ils entreprennent certaines choses, en fait, on récompense aussi un peu avec des points de fidélité en quelque sorte depuis des années, ce qui leur permet soit de réaliser des menus travaux dans leur logement, soit d'accéder même à des commerces et des réductions qu'on a pu entreprendre avec des partenaires commerciaux, ou alors même à baisser éventuellement leur facture de loyer. Donc voilà, on vient en aide, en fait, en accompagnement pour faire en sorte que ces publics soient moins fragiles, ou ça peut être aussi des opérations comme les paniers solidaires. Donc là, on récupère des invendus et on organise sur les sites avec nos chargés de proximité sociale une vente de produits, donc en plus des légumes à bas coût, ce qui permet aussi finalement de réinvestir un peu sur cette dimension alimentaire. Parfois, on fait des choix un peu drastiques là-dessus, surtout quand on a du mal à finaliser la fin de mois. Et là, ça permet justement peut-être de s'accorder une nourriture saine à moindre coût. Voilà le type d'opération qu'on peut entreprendre. Est-ce qu'avec la crise économique et les difficultés dans notre territoire, vous sentez une demande plus importante justement de ce côté social, des gens qui ont du mal à se loger, à se nourrir aussi finalement ? Oui, manifestement, la fragilisation de ces publics grandit, on le sait bien, la crise sociale est là, et elle accompagne cette polycrise dont on a parlé, puisque qui dit crise énergétique, pareil, ça va forcément augmenter la crise sociale, cette crise climatique aussi qui accompagne, comme je disais, finalement, ce sont les premiers qui vont être peut-être impactés, et qui le sont déjà d'ailleurs, reconnaissons-le. Donc oui, je pense que ce phénomène-là de polycrise, c'est pour ça qu'il faut avoir une vision d'ailleurs systémique, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec ce projet d'entreprise. On ne peut pas se cantonner à regarder uniquement sur le prisme économique, il faut essayer d'associer un petit peu toutes ces problématiques pour essayer d'avoir la meilleure réponse possible. On parle de crise de l'immobilier, de crise du logement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des synergies avec, par exemple, un organisme comme Action Logement qui favorise l'accès au logement pour les plus démunis dans des logements sociaux, les logements intermédiaires également ? Est-ce que vous travaillez ensemble, par exemple ? Oui, il y a des combinaisons en fait entre tous les acteurs du logement social. Nous, on est un office public de l'habitat, mais il y a aussi des entreprises sociales pour l'habitat. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer des solutions de logement pour tous. Nous, on est les premiers acteurs historiques dans cette dimension-là. Mais oui, il y a des partenariats qui sont faits et des dynamiques qui sont créées de longue date, oui. Est-ce que vous avez plus de demandes, par exemple, également des agents publics qui ont aussi du mal à se loger dans notre Haute-Savoie ? Tout le monde n'est pas frontalier, comme on dit. Oui, alors nous on fonctionne, on a en fait des publics réservataires, donc en fait on est déjà dans cette... Alors aujourd'hui il y a une gestion du patrimoine qui est en flux, c'est un peu différent en termes d'attribution, ce sont des choses qui politiquement ont changé récemment, dans les démarches en tout cas d'attribution des logements, mais il y a des publics réservataires, dont notamment effectivement des publics salariés qui ont besoin d'être logés. Alors, dans le cadre de Vers Demain, vous avez des programmes en cours de construction, notamment à Annemasse, et un programme qui s'est vu décerner le label Biodiversity. Pouvez-vous nous parler de ce label ? Ludovic ?
Oui, Thierry. Alors là, vous faites référence au programme Mimesis en fait à Ambilly. Alors c'est effectivement une opération qui est menée sur la ZAC Étoile, que se partagent Ambilly, Annemasse et Ville-Lagrand. Le label Biodiversity, en fait, c'est le premier label international pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets immobiliers, que ça soit de construction ou de rénovation. En fait, ça permet vraiment de participer activement à la fonctionnalité de ce qu'on appelle les continuités écologiques, en fait, de s'inscrire dans les trames vertes ou des trames bleues. Alors là, en l'occurrence, sur ce projet-là, effectivement, il y a des espaces publics qui sont créés. On a des espaces paysagers sur chacun des lots aménagés au sein du quartier. Et je pense que là, c'est la première fois en Pays de Savoie, effectivement, ce label décerné à ma connaissance, en tout cas. Et l'idée, c'est vraiment de contribuer aux continuités écologiques et paysagères du territoire et d'offrir effectivement des espaces qualitatifs pour les habitants. Donc ça peut se traduire par quoi ? On a donc l'insertion dans un écoquartier déjà, donc trame verte et bleue comme je le disais, même si c'est dans un milieu urbain, en tout cas il y a des trames plus étendues. On a l'accueil de la nature en ville, ce qu'on appelle la renaturation un peu des cœurs de ville. On a l'aménagement en faveur d'espèces cibles, en mettant en place des nichoirs, en ayant des toitures végétalisées avec différentes strates végétales pour accueillir aussi des gîtes à insectes par exemple. Et puis on a des végétaux indigènes qu'on va préférer, là on cherche de la robustesse qui réclame peu d'eau, donc peu de ressources en eau, peu d'entretien pour essayer en fait que ça dure le plus longtemps possible. Et par exemple, je vous parlais d'espaces nourriciers tout à l'heure, on a aussi des arbres fruitiers accessibles aux futurs habitants. Finalement, il y a des services rendus par la nature dont ils peuvent bénéficier. Et ça, je pense que ça aide à reconquérir un peu le territoire par les habitants et reconnecter à ces espaces naturels. On amène la nature et la campagne au cœur du centre-ville. Exactement. Et ça permet aussi de responsabiliser, comme on le disait tout à l'heure, les habitants pour entretenir et respecter ce mobilier urbain de la biodiversité. Oui, on parle beaucoup aujourd'hui de plus ménager qu'aménager. Alors c'est vrai que dans ce côté de prendre soin, on va tous devoir, si on veut être encore une fois un peu au rendez-vous de ces différents défis qu'on a évoqués, c'est comment je peux prendre soin de la nature, du vivant, voilà, dans mes actions, dans mes choix. Le vivant, c'est bien sûr le vivant humain, mais il y a aussi le vivant non humain qu'on doit prendre en considération. Chacun doit faire sa part, comme disait Mike Horn, que j'avais eu l'occasion d'interviewer. Si chacun contribue à son niveau, ce sera un grand pas pour tout le monde en fait. Voilà, et Mike Horn, Pierre Rabhi, tout ça, c'est les mêmes discours, c'est toujours faire sa part. La petite contribution qui paraît bien modeste, mais finalement, tout associé, ça commence à faire des vagues assez intéressantes. Nous, on fait notre part en communiquant aujourd'hui avec cet épisode, Ludovic. C'est ça. Alors, nous avons réalisé cet épisode en collaboration avec l'association IDÉ, notre partenaire. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à rejoindre cette association IDÉ ? Alors avec l'association IDÉ, c'est vrai que Rémi Forçant et Denis Mauguin nous ont contactés un peu à la création de cette association. Et évidemment, il faut un peu se serrer les coudes en fait pour montrer que nos entreprises peuvent bifurquer. Donc nous avions déjà écrit notre feuille de route quand l'association IDÉ est venue à nous. Mais nos entreprises peuvent contribuer, on parlait de contribution en fait au changement de système et de modèle. Et nous partageons cette volonté commune d'associer écologie, économie, c'est pas des choses qu'on va différencier, mais au contraire, il faut faire alliance en fait, de ne pas les séparer. Donc on s'est vraiment retrouvé dans cette non-opposition et dans cette volonté de mettre l'économie au service du développement des entreprises, tout en prenant soin bien évidemment de ces conditions environnementales qui sont logiquement le socle même du développement de nos entreprises. Sans cette nature, sans ce socle naturel, sans ces ressources, de toute façon, nos activités ne pourraient pas exister. Donc on s'est vraiment retrouvé en fait dans la vocation d'IDÉ. Et je pense que chaque acteur de la transformation en fait apporte encore une fois des éléments un peu différents au système. Donc faire réseau, faire écosystème entre tous ces acteurs, pas seulement des acteurs économiques, finalement des acteurs de territoire, ça a beaucoup de sens par rapport à ce qu'on veut entreprendre. Ensemble, on est plus fort, comme on dit. Absolument. Et on va plus loin. Aussi, en cette année olympique. Et puis, ça permet aussi de réseauter, de rencontrer d'autres personnes, d'autres acteurs et d'avoir plus d'idées aussi peut-être en commun. Oui, on peut tous apporter des choses différentes. Là, je témoigne aujourd'hui à votre micro aussi pour démontrer, encore une fois, des choses sont possibles et on peut élever nos curseurs vraiment sur les ambitions des entreprises. C'est évident, ne pas seulement adresser par exemple la cause climatique parce qu'on sait qu'il faut adresser d'autres choses. Et c'est vrai qu'on s'apporte et on s'enrichit mutuellement parce qu'on a des approches différentes mais qui sont souvent largement complémentaires. Quelle place donne Haute-Savoie Habitat à la biodiversité dans sa stratégie de développement et d'action au quotidien ?
Alors, une place très très importante, puisque comme je le rappelais, nous avons une visée régénérative. Qu'est-ce que ça signifie de manière le plus simple possible? C'est que le vivant doit guider nos choix, donc nos décisions et nos actions. Donc la biodiversité, de toute façon, il s'agit de ça. Il s'agit finalement de prendre soin du vivant, de cette diversité du vivant, de l'expression du vivant. Donc, les limites planétaires, vous le savez, il y a 9 limites planétaires, le changement climatique c'en est une, l'effondrement de la biodiversité c'en est une autre. Nous, on a voulu adresser en fait l'ensemble de ces problématiques de manière systémique, ce qui veut dire qu'on adresse la biodiversité aussi, et peut-être, encore une fois, comme quelque chose de plus important, puisque ça relève vraiment de ce qu'on appelle une soutenabilité forte. L'économie n'est qu'un moyen au service de nos sociétés, sociétés avec un petit s et aussi de nos sociétés avec un grand S, et ces sociétés ne peuvent vivre que dans une écologie, donc dans une maison, oikos, l'étymologie du terme, cette maison commune, ou finalement qui est composée que par le vivant, donc le vivant humain, le vivant non humain. Donc cette défense de la biodiversité, nous on peut l'adresser à différents endroits, on ne peut pas toutes les adresser. On est un acteur du logement, mais surtout voilà, du logement social, donc on peut, comme je disais tout à l'heure, contribuer à se faire que les habitants considèrent un peu plus, prennent en compte un peu plus cette biodiversité dont ils sont peut-être un peu séparés, voilà, comme un élément un peu de différence alors qu'on est même nous des produits de la nature, donc peut-être de reconnecter à sa propre nature vivante. Donc pour ce faire, en fait, on cultive des partenariats. Et c'est là où on revient sur l'écosystème, donc par exemple avec des associations qui sont investies sur le champ de la préservation de la biodiversité ou de sa régénération, comme la LPO, comme la FNE, France Nature Environnement. On a des conventions de partenariat avec ces dispositifs. Nous-mêmes, on est propriétaires fonciers, ce qui veut dire qu'on a des espaces naturels, des espaces aussi de biodiversité, généralement qu'on a certainement un peu délaissés, puisque quand ce sont des gazons, enfin des pelouses, peu investies, peu productive, on n'est pas du tout sur la régénération des sols, donc ça on essaie vraiment d'intervenir, donc on a l'équivalent, alors on est humble là-dessus, on doit avoir entre 25 et une trentaine d'hectares sur tout le territoire de la Haute-Savoie, donc ça représente pas grand-chose, mais néanmoins comme on le dit, des petits pas permettent aussi de réinvestir et de revaloriser en fait ces espaces naturels, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas. Là, c'est un site pilote, mais en créant des jardins forêts comestibles. Donc, en fait, de régénérer les sols, une nature plus diversifiée, qui apporte de sa richesse. Ça veut dire que si elle apporte sa richesse, elle va apporter des services aussi, des îlots de fraîcheur, forcément des puits carbone un peu plus importants. Donc, tout ça, c'est à prendre en considération. Et dans la transmission, bien évidemment, encore une fois, avec les habitants, de ces valeurs-là, fondamentales, de reconnecter au vivant, et ça va permettre de développer aussi la biodiversité. Le fait que la Haute-Savoie soit une pépite, on va dire, entre ses lacs et ses montagnes, on prend plus de soins particulièrement en Haute-Savoie? On a une chance inouïe, c'est on a même une démonstration naturelle qui est fabuleuse, qui peut encore une fois, moi, tous les jours quand je sors de chez moi, je suis un peu époustouflé par cet environnement et cette richesse. Nous sommes des privilégiés. On a de la chance, on le reconnaît, pour ça il faut continuer à défendre justement tout ce qui nous entoure et on a un rôle à jouer. Alors Ludovic, on sait que pour définir une trajectoire d'un monde durable, il faut imaginer le futur qui correspond. Quelle est votre vision, je dirais justement, pour ce futur et pour imaginer le futur avec le plus grand nombre d'acteurs justement? Alors, je pense vraiment qu'il faut écrire demain au présent, parce qu'on n'a plus, et urgemment, on n'a pas vraiment le temps d'attendre, mais il faut s'autoriser aussi à rêver, encore, à créer de nouveaux référentiels, de nouveaux paradigmes. On entend souvent ce mot, mais c'est très important parce qu'on est beaucoup plus sur un sursaut que sur une amélioration continue. L'amélioration continue a fait sa preuve de sa non-réussite quand même pendant plusieurs dizaines d'années par rapport à ses engagements environnementaux et sociaux. Donc, nous, effectivement, ce qu'on cultive à Haute-Savoie Habitat, c'est vraiment de créer ce sursaut. C'est presque un saut quantique, c'est-à-dire il faut passer à autre chose. Il faut réagir. Réagir et travailler sur ces nouveaux imaginaires qui nous demandent de penser le temps long dans l'urgence. Bon, alors certes, c'est pas évident, mais je pense qu'on peut oser rêver le monde qu'on veut voir advenir. Donc ça, il s'agit plus d'imaginer après-demain que demain, et puis de se retourner et se dire quel est le chemin qu'on doit suivre en fait pour atteindre un peu ce qu'on a envie d'être. Et là, on aura probablement l'occasion de définir des nouveaux chemins, certes qui sont un peu disruptifs, mais dans lesquels on a envie de s'engager. Et c'est peut-être avec cette stimulation-là qu'on arrivera à créer ce futur désirable, ce futur souhaitable, et dont on a en plus tant besoin si nous voulons résister dans le temps. Exactement. Alors, le futur, ça commence par 2024. Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous en cette année 2024 ?
Alors les grands rendez-vous, je pense qu'ils sont à nos portes et les grandes dates, c'est chaque jour à mon avis, parce que nous avons vraiment besoin, nous avons tellement un sacré défi à relever que pour Haute-Savoie Habitat, il s'agit de garder le cap, donc de sa feuille de route régénérative comme je vous le disais. Et donc il n'y a pas vraiment des grands rendez-vous, mais des gens soyons au rendez-vous de notre quotidien et c'est à mon sens comme ça qu'on avancera. Est-ce que vous auriez un message à adresser à nos auditeurs pour terminer cet épisode ? Écoutez, peut-être si, voilà, encore une fois, vous me donnez l'occasion d'adresser un message, c'est sortir peut-être de cette idée que les changements arriveront de l'extérieur. Il y a un peu ce principe encore du triangle de l'inaction, les citoyens regardent l'État, l'État regarde les entreprises. On a tous un rôle à jouer, donc écoutons peut-être nos envies d'être. Je vais rester sur cette idée de l'être et regarder en fait où nous voulons être et là où nous trouverons le chemin. Merci beaucoup Ludovic. Merci Thierry. Je renvoie sur le site internet Haute-Savoie Habitat, www.hautesavoiehabitat.fr. Et on peut aussi, en clin d'œil, renvoyer sur les podcasts internes à l'unisson qui sont disponibles sur le site internet. Oui, vous trouverez accès à ces podcasts effectivement depuis le site web de Haute-Savoie Habitat, oui. Qu'est-ce qu'on y trouve comme thématique abordée justement dans ces podcasts ? Alors on a eu quelques épisodes, vous en trouverez 3 qui sont dédiés à l'engagement responsable, donc complètement dans les sujets qu'on vient d'évoquer, et vous avez aussi après sur des dynamiques internes ou sur la relation aux locataires, enfin finalement tout ce qui fait nos métiers qui sont développés dans le cadre de ces podcasts internes et qui sont déployés par nos équipes. Ouais. Alors merci Ludovic, merci à Haute-Savoie Habitat et merci également à l'association ID. À très bientôt Ludovic. Merci pour l'invitation, à bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, à donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.